Donc voilà, je m'appelle Jean Febvre, j'ai travaillé pendant 16 ans au sein du groupe Péchinet, direction de la stratégie, direction des achats, puis après j'étais directeur de division dans une division où on a créé des métaux précieux pour fabriquer des circuits intégrés. Donc mes clients dans le monde c'était Intel, Sony, Matsushita, j'ai beaucoup voyagé, y compris en Sibérie où j'ai travaillé avec les centres de recherche militaires de l'ex-URSS parce que les circuits intégrés c'était une priorité militaire. Et puis après, j'ai récupéré un MBA agroalimentaire qui avait fait faillite, que j'ai pu redresser, qui a été racheté par la Chambre de commerce de Paris. Et en 2010, la Chambre de commerce de Paris m'a mandaté pour essayer de créer une structure innovante, ou disons un peu inédite, sur l'agroalimentaire. Et c'est ainsi qu'est né Nutripôle. Et Nutripôle, c'est la contraction de nutrition et de métropole. C'est-à-dire que nous nous interrogeons sur comment demain nourrir tous les habitants de la planète qui sont des urbains. Pour une question tout à fait évidente, c'est que de très loin, la ville est devenue le plus grand marché mondial. En 2000, 45% de la population de la planète vivait en ville. En 2012, 58%. Et dans 20 ans, on pense que 70% des habitants du monde seront des urbains. Voilà. Donc non seulement c'est le premier marché mondial, mais en plus c'est un marché qui est en pleine expansion. Donc le premier client des filières, c'est pas forcément Walmart ou Carrefour. Le premier client des filières, ce sont les villes et les urbains. C'est-à-dire que notre idée, c'est pas du tout de travailler sur un modèle de la fourche à la fourchette, comme on dit, du champ à l'assiette, mais davantage de partir de la ville et du citadin, parce que les critères d'achat de la ville et du citadin ne sont pas forcément les mêmes, mais ce sont deux contraintes qui sont intéressantes à intégrer. Donc de partir de la balle et de voir en quoi l'évolution de la ville, où les gens ne sont pas des agriculteurs, donc ils ne produisent rien, ils n'élèvent rien, mais ils mangent beaucoup tous les jours. Et l'enjeu, c'est bien sûr de nourrir tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est y compris les populations les plus défavorisées, et il y a énormément d'initiatives privées dans le domaine. C'est très important parce que, pour moi, de tout temps, le premier service public, c'est de nourrir tout le monde. C'est pas l'éducation, c'est pas la santé, c'est pas la sécurité. Je dis pas que ces contraintes-là sont pas extrêmement importantes, mais on peut passer beaucoup de choses, manger pas très longtemps. Donc le premier de tous les services publics, de tous les États du monde, de toutes les villes du monde, c'est de nourrir tout le monde tous les jours. Et croyez-moi, c'est une organisation qui est d'une complexité incroyable. Et ce qui est fabuleux, c'est que ce premier service public est réalisé entièrement par le privé. Et même toutes les initiatives qui sont développées aujourd'hui au niveau social pour les populations les plus défavorisées sont à 89% des initiatives totalement privées. Donc c'est assez intéressant de travailler là-dessus. Si on prend l'exemple de Paris, eh bien, si on obligeait tous les paysans de la région parisienne, qui est une belle région agricole quand même, et si on imaginait que même les céréaliers, tout d'un coup, décident, à leur plein gré, de faire du maraîchage, parce qu'on leur demandait de faire du maraîchage, très bien, eh bien, les meilleures semaines de l'année, on assurerait au grand maximum qu'un repas sur 6. C'est vous dire la dépendance alimentaire des villes, y compris comme Paris, alors qu'elle a un terroir autour d'elle qui est extrêmement riche sur le plan agricole. Alors vous imaginez, pour Hong Kong, Singapour, Tokyo, les contraintes que ça pose que de nourrir tout le monde tous les jours. Voilà. Et donc nous sommes convaincus et on constate tous les jours que cette évolution des attentes des citadins et des attentes des villes ont un impact qui est considérable sur les filières. Parce que je vous ai dit qu'on partait de l'aval pour remonter sur l'amont. Et effectivement, nous pensons que nous sommes au tout début de restructuration extrêmement lourde des filières dans le monde et des filières dans le domaine agroalimentaire. Alors qu'est-ce que nous avons fait comme dossier? On a fait beaucoup de travaux sur la logistique, on a suivi beaucoup d'initiatives, on a fait beaucoup de travaux sur les bilans carbone, on a fait beaucoup de travaux sur le local et le mondial, et on a pu démontrer par des analyses scientifiques, statistiques, éprouvées,
que, par exemple, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce qui pollue le plus, ce n'est pas le lointain, mais c'est le local. Il suffit d'étudier un tout petit peu et on se rend compte que si on passe tout ce qui est passionnel, bien sûr, tout ce qui peut être un petit peu idéologique, ce qui pollue le plus la planète, c'est évidemment les activités locales et non pas les activités de transport dans le monde. Je peux prendre quelques exemples si vous voulez. Nous avons deux fondateurs à Nutripôle, puisque c'est une association. Un fondateur qui est donc la Chambre de commerce de la région Paris-Île-de-France et un autre fondateur qui est le marché international de Rungis, qui a été créé il y a des siècles dans Paris et qui a été déménagé en 69 près d'Orly, donc près d'ici. C'est un marché qui fait 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 1200 entreprises, 12 000 salariés, c'est 10% de l'emploi du Val-de-Marne, l'emploi direct. Hein. Donc c'est tout à fait considérable. 50% des achats de Rungis viennent de l'étranger parce que voilà, la contrainte fait que même si la région Île-de-France est une belle région agricole, je vous l'ai dit tout à l'heure, les meilleures semaines de l'année, elle ne peut assurer qu'au grand maximum qu'un repas sur 6. Bon. Vous avez 22 000 véhicules qui viennent tous les jours chercher la nourriture à Rungis, plus des livraisons qui sont faites. Donc vous sentez bien que dès qu'on s'intéresse à nourrir la ville, forcément, on touche plein de filières connexes. La filière logistique, la filière transport, la filière environnement, la filière santé, la filière sécurité alimentaire, pas seulement au sens traçabilité, mais au sens sécurité de l'approvisionnement pour avoir à nourrir de quoi manger tous les jours. Et puis dans les bilans carbone qu'on a étudiés, par exemple, on a regardé la différence entre le bilan carbone d'une tomate fabriquée en Île-de-France et d'une tomate fabriquée au Maroc. Et on s'est rendu compte qu'en Île-de-France, vous avez 1000 heures de soleil par an, alors qu'au Maroc, vous avez 3000 heures. Donc ça veut dire que lorsque vous faites une tomate en Île-de-France, vous êtes obligé de la faire dans une serre. Et vous êtes obligé de remplacer 2000 heures de soleil par 2000 heures de chauffage et d'éclairage intensif. Le résultat, c'est que quand on a présenté aux entrepreneurs les deux bilans carbone, on a vu que dans des serres flambant neuves, très technologiques, extrêmement intéressantes en termes d'initiative et de courage des entrepreneurs qui ont mis ça en place, eh bien, le bilan carbone était gigantesque. Et les gens disaient, mais excusez-nous, mais le bilan carbone de la tomate qui vient du Maroc, on ne le voit pas sur le graphique. Ben, oui, c'est normal, c'est la petite ligne toute fine à côté. Et voilà, c'est ça la différence. Parce qu'effectivement, un bateau, un camion qui vient du Maroc, par rapport à une serre chauffée et éclairée pendant 2000 heures, il n'y a pas photo, le camion ne pollue rien. Alors je pourrais reprendre comme ça des dizaines d'exemples, hein, et toutes les études qui sont faites par l'INRA, par le CIRAD, par AgroParisTech, par d'autres structures aujourd'hui qui travaillent sur ces bilans carbone, y compris l'ADEME, montrent qu'évidemment, si on prend en compte dans le bilan carbone que le kilomètre, la tomate que j'ai cherchée dans mon jardin et que je cueille à la main, le bilan carbone il est nul. Bon. Sauf que mon jardin ne suffit pas à nourrir ma famille, déjà. Alors 12 millions d'habitants tous les jours, c'est un peu plus difficile. Et puis, je ne prends en compte que la question de la distance. Mais si j'intègre d'autres notions, comme par exemple le chauffage, l'éclairage de la serre, l'éthique agricole, etc., je me rends compte qu'effectivement, il y a d'autres éléments qui ont un impact sur le bilan carbone qui sont tout à fait caractéristiques. Alors, dans les études qu'on a pu faire sur ce projet mondial, ce marché mondial, c'est qu'on essaye de traduire ce qui se passe. Par exemple, vous avez dû voir, Franprix a investi dans des systèmes de péniches et il loue des quais dans Paris et essaye de livrer les magasins Franprix par péniche. Évidemment, c'est pas les 2 millions de tonnes de nourriture qu'il faut livrer tous les matins, tous les ans, pardon, quand même, pour Paris, pour nourrir les Parisiens. On ne va pas le faire entièrement par péniche. Mais c'est un signal faible. Donc on suit ces signaux faibles, vous voyez, qui peuvent avoir demain un impact très important sur l'organisation, l'alimentation de la ville. Également, le groupe McDonald's est en train de construire un quai de camions électriques dans Rungis, parce que Rungis est à 7 km au vol d'oiseau de Notre-Dame. Donc c'est difficile d'avoir une plateforme aussi grande, 600 hectares, qui peut alimenter comme ça tous les jours Paris. Et donc McDo entend, dès 2014, approvisionner tous ces magasins McDo par camion électrique directement depuis la plateforme de Rungis. Et à ce moment-là, on n'a pas mieux pour gérer les questions environnementales sur une ville comme Paris. Voilà. Et puis on essaye donc d'expliquer aussi à des entrepreneurs étrangers, puisqu'en fait, vous comprenez que l'autarcie ruine le territoire.
Croire qu'un territoire puisse être autarcique, ça veut dire qu'on le condamne à ne jamais vivre avec d'autres territoires. Hein, parce que c'est logique, hein, si moi je suis autarcique et j'empêche toute personne de rentrer dans mon territoire, je vais en contrepartie quand même pas oser essayer d'attaquer d'autres territoires que le mien. Bon, et du coup, mon territoire il devient tout petit au niveau économique et je ne peux pas développer l'économie et ni l'emploi. Après, tout le monde court. Ça veut dire que ce qui enrichit le monde, c'est l'échange. C'est l'échange des biens et des marchandises, voire Rungis. Et c'est aussi l'échange culturel, voire ce premier forum. C'est la formation. Vous avez des étudiants d'AgroParisTech et les MEUX, etc. Donc, si on n'emmène jamais un enfant à l'école, à 20 ans, il aura une culture qui sera très très faible. Il sera très pauvre intellectuellement. Et là, ça a été bien, nourrir l'intelligence collective. Donc, on voit bien que pour nourrir l'intelligence collective, il faut échanger de plus en plus. Et j'espère que, même si le temps est très court, vous aurez expliqué très rapidement, peut-être de façon un peu lapidaire, que la pollution, c'est plus le local que le lointain. C'est déjà un échange intéressant. Et donc, plus on va multiplier les échanges, plus on va enrichir le territoire. Donc, il n'y a pas opposition entre le local et le mondial. Il n'y a pas non plus de complémentarité gentillette, comme si les producteurs chinois allaient tout d'un coup être pleins de compassion pour le petit producteur de Draveil. Je n'y crois pas du tout. Je pense que seulement si on veut développer son entreprise, il faut articuler le local avec le mondial, parce qu'à un moment donné, c'est ma seule façon de me développer que d'échanger plus largement. Et c'est ce que j'imagine que votre entreprise qui est naissante va essayer de faire demain. Et vous vendez au Maroc, vous faites de la publicité dans d'autres régions que la seule région locale dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc on essaie d'être, non pas de faire de la veille de ce qui se passe dans les villes, dans le monde, mais d'être un traducteur de cette veille et de voir en quoi ça aura un impact sur l'organisation des entreprises, qu'elles soient des entreprises biologiques, santé, transport, Internet, etc. Voilà. Très bien. Nous allons passer à la série des questions-réponses. Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai compris ce que vous avez dit, c'est intéressant. Mais en fait, je ne sais pas ce que fait Nutripol exactement. Ou alors j'ai pas le... Donc Nutripol fait plusieurs choses. Nous faisons de la veille sur les villes, sur notre thème, hein, et on est plutôt orienté entreprise. Qu'est-ce que font les entreprises pour mettre des solutions qui, je parlais de Franprix sur la péniche, je parlais de McDo sur le camion électrique. On pense aussi, la mairie de Paris pense à livrer la nuit, utiliser le RER pour approvisionner la ville. Donc voilà, on travaille sur toutes ces questions, une veille sur toutes les questions de qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à nourrir tout le monde tous les jours. Hier matin, j'étais avec, je suis guide sur Rungis également, et je les ai rencontrés, les dirigeants, l'ANDESC, l'Association nationale des ébrisses solidaires à Rungis, qui récupèrent des produits qui vont être des fruits et légumes qui vont être presque périmés, mais qui sont tout à fait bons à manger, et qui les retraitent, et qui les redistribuent à des personnes et des familles qui n'ont même pas de quoi aujourd'hui payer leur repas quotidien. Voilà. Et donc on travaille plutôt côté entreprise pour leur dire en quoi l'évolution du citadin et de la ville va vous obliger à modifier votre travail. Donc on fait cette veille pour leur démontrer qu'ils doivent innover pour mieux satisfaire les attentes et des villes et des citadins. Nous avons encore une question et ça sera la dernière pour cette conférence. Oui. Merci. Alors moi, rapidement, une question qui touche notamment à la production agricole. Donc c'est vrai que le gros de la productivité reste dans les pays développés, donc Amérique du Nord, Europe. Mais c'est vrai que les techniques agricoles très intensives appauvrissent la terre et notamment également tuent les abeilles, notamment en Amérique du Nord. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un risque justement à long terme que la terre soit tellement appauvrie ou que la population des abeilles soit tellement décimée que la productivité agricole baisse? En 5 secondes, c'est ça Justement, le point, alors, que l'homme soit capable de faire des folies, c'est sûr qu'on sait qu'on a échappé à plusieurs reprises à une guerre nucléaire totale. Donc là, en quelques secondes, une guerre nucléaire totale peut échapper. L'homme peut être déraisonnable à ce point-là. Est-ce qu'il fera trop chaud le lendemain ou trop froid? J'en sais rien, mais ce ne sera pas bon. Donc que l'homme soit capable de polluer, soit capable de détruire les abeilles, je sais pas quoi, ou détruire le sol comme on l'a fait, il n'y a pas de débat.
Mais le vrai défi sur lequel on fait travailler les entrepreneurs aujourd'hui, c'est justement que l'hérésie managériale, c'est quand on commence à dire ou bien ou bien. Ou bien je fais de l'environnement, ou bien je fais de la marge, ou bien je fais du coût de revient, ou bien je fais de la qualité, ou bien je fais du social, ou bien je fais du résultat. Le vrai défi aujourd'hui, c'est plus cette hérésie de ou bien, c'est le et. C'est-à-dire que les entrepreneurs de demain, et c'est là où j'espère que les écoles, les grandes écoles, etc., sont en train de relever ce défi. Moi j'y crois, c'est pour ça que j'y enseigne en tout cas, j'essaie de transmettre à ces futurs étudiants, à ces futurs entrepreneurs, c'est qu'ils doivent relever le défi contradictoire du et. Et je dois faire un produit rentable, et je dois faire un produit qui ne soit pas trop cher, donc dont le coût de revient soit maîtrisé, et je dois faire du social, et je dois faire l'environnement, etc., etc. Et c'est le et qui est maintenant le défi. Et quand, par exemple, j'ai reçu dernièrement des dirigeants qui venaient de l'ex-URSS, des pays de l'Est, et qui disaient « Nous, on a des tomates pas chères parce qu'on paye le kilowattheure 2 roubles. Pourquoi on n'arrive pas à vendre en France, à Londres, etc. » Ben, j'en dis tout simplement, c'est que vous faites des tomates, point. On vous demande de faire des tomates et, par exemple, de nous démontrer qu'elles respectent l'environnement. Or, votre kilowattheure, il coûte 2 roubles. Vous imaginez le coût du kilowattheure. Mais est-ce que vous avez fait un bilan carbone sur votre serre? Et vous dites des gens, on s'en fout, ça ne coûte rien. Et je leur dis, mais attendez, mais quand vous vendez chez Leclerc, chez Casino, les étiquettes, dessus, il y a le bilan carbone du produit. Donc, si vous n'êtes pas capable de délivrer et une tomate extraordinaire, et un bilan carbone, et un respect de l'environnement, et une performance sociale, eh bien, vous ne pourrez pas vendre demain. Et donc, c'est ce défi-là, on peut pleurer que ce défi est trop difficile à relever, mais c'est ce défi-là que Nutripole entend aider les entreprises et les illustrations, lorsqu'elles le veulent bien, à relever demain.